Ok, allez, c'est parti. Alors, il nous reste à faire le diagramme de Clapeyron de l'équilibre liquide-vapeur. Donc ça, c'est un truc que vous avez dû voir un petit peu en chimie, qu'on va un tout petit peu compléter. Donc, petit point de vocabulaire. Quand vous êtes sur la courbe de vaporisation, la courbe de vaporisation, c'est la courbe où vous avez coexistence de l'état liquide et de l'état vapeur. La pression que vous allez avoir, elle va s'appeler la pression de vapeur saturante. Notation de la pression de vapeur saturante, il y a deux notations. La notation qui est ici, là, P étoile. Ça, c'est une notation qui est assez rare. La notation qui est plus standardisée, c'est celle-là, avec PSAT. D'accord ? Ensuite, point de vocabulaire toujours. Quand vous avez un gaz qui a une pression... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette partie-là, le système que j'étudie, c'est un corps pur. Hein. Donc, il est dans une boîte, comme ça, et il n'y a que le corps pur. D'accord ? Il n'y a pas un mélange d'air avec de l'eau, ou du sucre avec de l'eau, du sel avec de l'eau, c'est un corps pur. Je travaille que sur le corps pur pour le moment. Donc si dans votre enceinte, vous avez un gaz qui a une pression inférieure à la pression de vapeur saturante, si je reprends le diagramme pression-température que je vais dessiner là, juste pour la partie liquide-vapeur, pression-température, hop, comme ça. Donc si votre pression elle est inférieure à la pression de vapeur saturante, ça veut dire que vous êtes ici, ici vous avez que du gaz, d'accord ? Ça s'appelle une vapeur sèche. Ok ? Si votre gaz il est ici, à cette pression-là, d'accord, on dit que c'est une vapeur saturante. Et le liquide avec lequel il est en équilibre, c'est un liquide saturant. Si vous récupérez du gaz qui est ici, en fait ça c'est pas possible. Thermodynamiquement c'est pas un état stable, donc du coup le système il va évoluer jusqu'à atteindre une situation où vous aurez que du liquide. Ok ? Dernier point de vocabulaire, si je fais la même chose en diagramme de Clapeyron, donc au lieu de tracer le diagramme PT, je trace le diagramme P en fonction de V. Donc, avec isotherme comme ça. La vapeur sèche, c'est ici. Ça, c'est de la vapeur sèche. Ce point-là, qui est le point pour lequel je vais avoir la première goutte de liquide qui apparaît, c'est un point spécial. Et ici, vous avez la vapeur saturante. Donc ce point-là, vous avez à la fois de la vapeur saturante et de la vapeur sèche. Ça s'appelle de la vapeur saturante sèche. D'accord ? Donc si dans un exercice on vous dit on considère un gaz qui est une vapeur saturante sèche, ça vous donne comme information que vous êtes à l'extrémité du palier ici, sur la courbe d'équilibre. Et c'est pareil de l'autre côté. Là, vous avez du liquide seul. Là, vous avez du liquide saturant. Ça, ici, c'est du liquide saturant seul. Donc ça, c'est des petits points de vocabulaire. Vapeur saturante sèche, liquide saturant seul. Ok ? Voilà, alors après il y a 2-3 petites remarques. Comment vous faites pour fabriquer une vapeur saturante ? C'est facile. Vous prenez par exemple on va le faire avec de l'eau. Vous prenez une grande enceinte. Et puis si je mets un tout petit peu d'eau liquide en bas là comme ça, ce qui va se passer c'est que l'eau liquide elle va commencer à s'évaporer comme ça et du coup je vais récupérer de l'eau gazeuse. Soit j'ai pas mis assez d'eau liquide et à la fin je récupère que de la vapeur, soit j'en ai mis suffisamment, donc je peux en rajouter, je rajoute de l'eau liquide, et il y a un moment où si je mets suffisamment d'eau liquide, je vais atteindre l'équilibre liquide-vapeur. D'accord ? C'est comme ça que je vais pouvoir fabriquer facilement une vapeur saturante. Et après, alors le degré d'humidité, ça, le degré d'humidité, ça va être quand votre corps pur, il est pas pur, en l'occurrence, quand il est en contact avec l'air. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est en fin de chapitre. Ok ? Alors, il y a une loi qui n'est pas du tout à connaître, que je mets entre parenthèses. Alors vous pouvez la noter PS, PSAT, PS, oui, alors ça va vraiment... Moi j'aime bien la noter PSAT pour bien préciser saturation, mais après oui, vous pouvez la noter PS aussi. Hein. Ça va vraiment dépendre des situations. Hein. D'accord ?
Une loi qui n'est pas du tout à connaître, c'est une loi qui est empirique. Donc une loi empirique, c'est une loi qui est tirée de l'expérience, qui s'appelle la formule de Duperret. Pourquoi c'est une loi qui n'est pas à connaître? Parce que c'est une loi qui est, un, semi-numérique, et deux, qui fait apparaître la température en degrés Celsius. Mais c'est la loi qui est utilisée pour prévoir la pression que vous allez avoir dans une cocotte minute, par exemple. Donc en fait, l'idée, ça c'est un truc que je vous avais dit en début de partie, c'est de constater que la pression de vapeur saturante, c'est une fonction croissante de la température. Donc si vous arrivez à augmenter la température, votre liquide, votre eau en l'occurrence, va se mettre à bouillir à une pression plus élevée. Et inversement, si vous augmentez la pression, la température d'ébullition sera plus élevée. Ça se comprend qualitativement parce que si vous augmentez la pression, vous augmentez vous réduisez stériquement la place disponible pour vos molécules d'eau. Du coup, vous augmentez les interactions intermoléculaires. Et l'état gazeux, c'est l'état dans lequel en fait, vous avez entre guillemets cassé les liaisons intermoléculaires. Donc si vous êtes à haute pression, ça va être plus dur de casser les liaisons intermoléculaires. Qu'est-ce qui va permettre de casser ces liaisons? C'est l'agitation thermique. Et vous allez augmenter l'agitation thermique en contrôlant la température. Donc ça explique qualitativement pourquoi est-ce que la courbe P-SAT fonction de T, c'est une fonction croissante. D'accord? Donc là, vous aviez les deux exemples que je vous avais donnés sur les pâtes et sur l'autocuiseur. Alors, résumé de tout ça avec le diagramme de Clapeyron. Donc pour le diagramme de Clapeyron, on va suivre plusieurs isothermes. Une première ici, une deuxième ici, une troisième ici. Sur le diagramme PT. Et sur le diagramme PT, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on traverse la courbe de saturation ici, et bien en fait, il se passe des choses. Ce qui se passe, c'est que vous passez du gaz au liquide. Et ça ne se voit pas sur le diagramme PT. Donc pour ça, on construit le diagramme en coordonnées de Clapeyron. Alors, petite remarque. Ça, c'est un point de vocabulaire aussi. Il y a plusieurs tracés. Il y a le tracé... Alors, j'y viens, Hugo, sur TC. Il y a le tracé P en fonction de V. Le volume grand V. Et il y a aussi le tracé P en fonction de petit v, le volume massique. Le diagramme de Clapeyron, au sens puriste du terme, c'est celui-là. C'est P en fonction de petit v. D'accord? Ça, c'est le diagramme de Clapeyron. Le diagramme P en fonction de grand V, ça s'appelle le diagramme de Watt. Et ça, c'est un peu pénible avec la thermo, c'est qu'il y a deux noms pour dire, en fait, c'est la même chose. Parce que si vous passez de grand V à petit v, il suffit de diviser par la masse de votre système, et finalement, c'est la même courbe. Alors pourquoi il y a deux noms? Il y a deux noms parce qu'en fait, le tracé P en fonction de grand V, on va le réutiliser quand on fabriquera des moteurs. Des moteurs thermiques. D'accord? Moi, je ne suis pas un puriste du vocabulaire, donc je ne vais pas vous chercher des poux si vous dites que le diagramme de Clapeyron, c'est P fonction de grand V. Ça ne me dérangera pas trop. Après, il ne faut juste pas vous planter quand vous posez vos calculs. D'accord? Du coup, la première isotherme, celle-là, quand vous la récupérez, vous tracez ce trait-là. Tac. Là, quand j'arrive en ce point-là, c'est le moment où je touche la courbe de saturation ici. Donc en ce point-là, si je représente mon système, qui est dans une boîte, c'est le moment tac, où je vais avoir que de la vapeur, et ici, j'ai mis une goutte de liquide. D'accord? Je continue de comprimer le système, donc je diminue son volume, j'arrive ici. En ce point-là, j'ai un volume plus petit, comme ça. J'ai que du liquide, et il reste une bulle de vapeur. Je vais dessiner en orange, là. Ça c'est une bulle de vapeur. D'accord? Et après, si je continue de me promener sur l'isotherme, quand ça commence à monter, là le volume devient tout petit, il n'y a que du liquide. Et Charles, la courbe en pointillé, c'est la courbe de saturation. Ouais, exactement. Et donc il y avait Hugo qui demandait c'était quoi TC? TC, c'est la température critique. Donc là, le tracé que j'ai fait là avec le palier, c'est le tracé standard de la vie de tous les jours. Vous faites cuire vos pâtes, l'eau se met à bouillir. Quand l'eau se met à bouillir, la température reste constante. D'accord? Il y a des situations où, si vous êtes au-delà de la température critique, vous n'allez pas voir le palier. En fait, le palier là, il disparaît. Non, Hugo, 273,15 Kelvin, c'est la température de fusion de l'eau. D'accord? La température critique, je crois que je vous avais donné la valeur beaucoup plus haut. Tac.
Elle est ici. Tac. 374 pour l'eau. D'accord. Du coup, je reviens là. Donc le palier, en fait, il n'existe pas pour toutes les couples pression-volume possibles. Pardon, pour toutes les températures possibles. Si votre température elle est supérieure à cette température critique, le palier il disparaît complètement. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez passer d'un fluide qui est dans la boîte que je vois comme ça, à un fluide qui est dans la boîte que je vois comme ça, avec un volume plus petit. Et entre les deux, vous n'allez jamais voir cet état-là. Là, par exemple, si je suis ici, je vais avoir du liquide et de la vapeur. Et je vais voir une interface. Ça, c'est un V. Là, j'ai une interface entre les liquides et vapeur. Donc là, il n'y a plus d'interface. D'accord? Il n'y a pas d'interface. Ce qui fait que donc, là, vous avez une situation où on parle de fluide supercritique. Alors, c'est un état de la matière qui est un état... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état fluide, que ce soit gazeux ou liquide, c'est un peu pareil. Vous allez caractériser ça par exemple par sa viscosité, par sa masse volumique, etc. Du point de vue microscopique, ce sont tous les deux des états désordonnés. Ok. Et par contre, ce que vous allez pouvoir faire, des choses un petit peu bizarres. Par exemple, vous allez, au lieu de suivre cet isotherme-là, celle que j'ai tracée en rouge, vous allez pouvoir envisager un chemin que je vais dessiner par exemple comme ça. Donc imaginez qu'au lieu de comprimer, de comprimer le volume en maintenant la température, vous décidez d'augmenter la pression en maintenant le volume, comme ça. Alors comment je fais pour augmenter la pression en maintenant le volume? C'est facile, je vais par exemple chauffer le dispositif. Si je chauffe le dispositif, sa température va monter. J'arrive à ce point-là. Là, à ce point-là, je décide de faire une évolution comme ça. Tac. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai diminué le volume en maintenant la pression. Donc diminuer le volume en maintenant la pression, ça va se faire en faisant en sorte que votre système il reste en contact avec un pressostat et puis vous allez contrôler la température par exemple. À la fin, vous allez arriver ici, là. Tac. Vous allez arriver au même point que le point final en suivant le palier. Sauf que sur le chemin orange, vous n'avez jamais rencontré d'équilibre liquide-vapeur, donc vous n'aurez jamais vu l'interface qui est ici. Donc vous serez passé continuellement d'une boîte qui est la boîte qui est à droite là, à une boîte ici beaucoup plus petite qui contient du liquide, et vous n'aurez pas vu la transition liquide-vapeur. Ça c'est de la vapeur, ça c'est du liquide, là, là. La transition liquide-vapeur, je peux la voir ici, quand je suis dans la zone d'équilibre, mais je peux parfaitement passer d'un état vapeur à un état liquide sans passer par l'interface. Ça s'appelle le contournement du point critique. Donc le contournement du point critique, c'est quand je passe au-dessus du point critique. Et donc l'équilibre liquide-vapeur, qui est un équilibre que vous connaissez depuis la nuit des temps avec l'eau, en fait c'est un cas assez particulier de transition de phase. Il ne va pas pouvoir se produire tout le temps. Il va pouvoir se produire que si votre fluide est sous critique, à une température inférieure à la température critique. D'accord? Donc du coup là ce que j'ai raconté c'était... Alors là ce paragraphe là il résume ce qui se passe quand on est sur le palier. Ok. Et il vous donne le vocabulaire des deux courbes en pointillé. Alors j'ai peut-être mon schéma là il commence à être bien rempli. Donc la courbe en pointillé à droite qui s'appelle la courbe de rosée, c'est la courbe où vous allez voir la première goutte de liquide. La courbe de gauche c'est la courbe d'ébullition, c'est celle où vous allez voir la première bulle de vapeur. L'ensemble des deux courbes rosée et ébullition, ça fait la courbe de saturation. Et ces deux courbes se rejoignent ici, au point critique. Il est sur le palier le point critique. Non, le point critique, il est en haut de la courbe de saturation. Il est tout en haut là. Donc il est le moment, vous voyez, si je retrace d'autres paliers là, à d'autres températures, le palier il est de plus en plus petit. Et le point critique, c'est le moment où le palier, justement, il est réduit à sa portion congrue, il est réduit à un point. Donc c'est le moment où il n'y a plus de palier en fait. Ok. Voilà, donc après, donc du coup ça j'ai déjà posé le vocabulaire.
une chose qui est assez importante, alors que pour le moment ça va servir à rien, mais ça me resservira quand je ferai le deuxième principe, c'est que du point de vue thermodynamique, la transformation, c'est une transformation qui est réversible. Donc ça, je vous envoie au chapitre 21 qu'on fera après les vacances de Pâques. Ok. Donc pour le moment, vous le notez juste dans un coin et on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà. Alors du coup, si vous devez modéliser la situation en termes de qu'est-ce que j'ai dans mon système, si vous avez un gaz qui est un gaz sous-critique, donc à une température inférieure à la température critique, vous allez le caractériser ici, toute cette zone-là, là, vous allez modéliser ça comme un gaz parfait. D'accord? Toute cette zone-là, c'est la zone liquide, vous allez modéliser ça comme une phase condensée. Et entre les deux, quand vous avez l'équilibre liquide-vapeur, en fait, on garde un modèle de phase condensée pour la partie liquide, un modèle de gaz parfait pour la partie vapeur, et puis l'ensemble des deux, et ben on va essayer de caractériser ce qui se passe, en particulier de trouver combien il y a de liquide, combien il y a de vapeur. Si vous êtes dans la zone fluide supercritique, le modèle du gaz parfait il ne marche pas très bien, parce que vous êtes quand même à assez haute pression. Donc il faudra adapter les modèles. On fera dans le prochain TD, je vous montrerai juste un exercice pour voir comment est-ce qu'on peut trouver d'autres modèles. Sachant que vous, le programme, il se limite quand même essentiellement au gaz parfait phase condensée. Elle est où la zone supercritique? Alors la zone supercritique, je vais peut-être refaire un schéma un peu plus propre. Tac. Bah regardez, on va le faire sur ce schéma-là. La zone supercritique, c'est vous tracez l'isotherme ici à la température critique. Comme ça. Tac. Donc là, il y a un point d'inflexion. Et le fluide supercritique, c'est toute cette zone-là. D'accord? Là, partout là-dessus, j'ai le fluide supercritique. Là, c'est le liquide normal. Là, c'est la vapeur normale. Là, c'est le fluide supercritique. Hugo, il y a un TD sur ce chapitre-là. Alors, il y a un TD essentiellement sur la partie transition de phase que j'ai mis sur le drive hier soir et vous aurez à me chercher pendant le week-end. Pourquoi la courbe de Rosé est verticale sur la fin? Alors, attendez, à quel endroit? Là? Ah oui, non, ici, c'est juste qu'elle n'est pas complétée, là. Là, ça continue. Hein. D'accord? Ça continue, ça continue. Alors, à droite, ça va bien continuer. À gauche, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que vous allez passer de l'équilibre liquide-vapeur à l'équilibre, même à droite d'ailleurs. Hein. Vous allez peut-être quitter le palier liquide-vapeur. Vous allez vous retrouver sur le palier soit liquide-solide, soit vapeur solide. D'accord? Donc ce diagramme, il est valable que dans une zone de température et de pression, que dans un intervalle de température et de pression. Ok? Alors, dernière information que je vais avoir besoin, ça va être... Oui, pour T supérieur à TC, c'est un fluide supercritique. Ouais. Donc la dernière information qui m'intéresse, c'est maintenant, je suis avec un fluide normal, quelque part entre la courbe de Rosé et la courbe d'ébullition. Donc je suis ici, mon système il est là. Donc si je veux représenter le système en ce point-là, je sais que j'ai un équilibre liquide-vapeur, avec ici le liquide en bas, et la vapeur au-dessus. D'accord? Pourquoi je mets la vapeur au-dessus? Parce que je suis quand même dans le référentiel, je fais mes études sur Terre, donc il y a de la gravité fait tomber le liquide au fond. La question que je vais poser maintenant c'est, ok, là je suis ici, si je suis au point B, si je veux représenter le système, je vais représenter un système avec un volume un peu plus grand, avec beaucoup de vapeur et juste un tout petit peu de liquide. Ça c'est le liquide. Et le reste c'est de la vapeur. Et si je suis au point A ici, là je vais représenter un système plus petit, avec quasiment que du liquide. Donc ça c'est du liquide et une bulle de vapeur. D'accord? Comment on peut savoir si le volume est plus grand ou pas? On regarde l'abscisse ici. Et donc l'abscisse c'est le volume massif. Comme la masse est constante, quand je me déplace vers la droite, j'augmente le volume. Quand je me déplace vers la gauche, je comprime, enfin je réduis le volume. D'accord? Donc maintenant, si je suis à un point absolument quelconque, j'aimerais savoir quelle est la proportion que je vais avoir, soit en liquide, soit en vapeur.
Et pour ça, on va avoir un théorème qui s'appelle le théorème des moments, qui vous permet, connaissant la position du point M sur le palier, de dire quelle est la masse de vapeur que vous allez avoir, quelle est la masse de liquide que vous allez avoir, et de trouver le rapport. Alors l'idée de ce théorème, c'est une idée qui est qui est relativement simple, que je vais vous démontrer. Alors je vais le démontrer sur un tableau à part. Je vais lancer mon logiciel de dessin. Que j'avais oublié de lancer. Il s'appelle comment le logiciel de dessin? Hop. Tac. Alors. Tac. Et là. Alors on va redessiner rapidement l'isotherme qui m'intéresse. Alors petite remarque au passage, les courbes de saturation, elles ressemblent à ça. Elles ne sont pas symétriques. La courbe de Rosé et la courbe d'ébullition, il y en a une des deux qui est à droite, là la courbe de Rosé, elle est un peu moins pentue en valeur absolue que la courbe d'ébullition. Donc ça c'est une petite remarque au passage. Donc nous on est où? On est en train de suivre une isotherme par exemple, comme ça. Tac. Et notre système il est ici. Au point qui s'appelle M sur la figure. Donc là, les infos que je peux lire sur le système, pour caractériser le système, c'est que je connais sa pression, qui est ici, qui vaut Psat à la température T. T, c'est la température de l'isotherme qui m'intéresse. Donc la pression, elle est égale à Psat à la température, je vais l'appeler T0 pour montrer que c'est celle-là. Ok ? Donc je connais la pression, je connais la température. Et je connais le volume massique du système. Ça, je le connais en reportant ici. Ce que je cherche, c'est la fraction massique en liquide ou la fraction massique en vapeur, pour savoir combien il y a de liquide, combien il y a de vapeur. Donc ça, c'est le point M. Ici, c'est le point A. Et ici, c'est le point B. Comment on connaît la température? Il suffit de lire l'isotherme en fait. La courbe orange, c'est une isotherme. Et sur le réseau d'isothermes, vous aurez accès à la température. Ou alors, si la température n'est pas marquée, à partir de la pression de vapeur saturante, si vous avez accès au diagramme PT, si vous connaissez la pression de vapeur saturante, vous connaissez la température via le diagramme PT. En fait, les deux informations, elles sont complémentaires. Soit vous avez le diagramme PT, soit vous avez le diagramme PV, soit vous avez les deux. Et du coup, vous pouvez comme ça... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je connais P, je connais T. Et inversement. Ok ? Alors, donc nous, on cherche ça. Alors, première chose qu'on sait, ce qu'on a vu mercredi, c'est que XV plus XL, c'est égal à 1. D'accord ? Donc, c'est-à-dire si j'en trouve un, je trouve l'autre. Comment est-ce qu'on va faire pour l'exprimer? On va partir du point M, et le point M, ici, on va dire le volume total du système. Je vais le découper en deux parties. Un volume que j'appelle grand V de la vapeur et un volume grand V du liquide. Et par additivité du volume, je peux écrire que grand V, c'est V du liquide, plus V de la vapeur. Là, j'ai pris le système, je l'ai découpé en deux parties, et j'ai dit le volume total, c'est la somme des volumes des parties. Sur l'axe des abscisses, ce que vous avez, c'est les volumes massiques. Donc le volume total, je vais l'écrire, ça là, je vais dire c'est la masse totale fois le volume massique du système, qui est le volume massique moyen, donc au point M. En liquide, j'ai quoi? J'ai la masse de liquide fois le volume massique du liquide. Et en vapeur, j'ai la masse de vapeur fois le volume massique de vapeur. Ok? Je divise tout ça par M,
et j'obtiens Vm égale ml sur m, ça fait xl, petit vl, plus xv, petit vv. Ça, cette relation-là, elle est valable parce que je suis parti de ça. De l'additivité, ça me permet d'écrire ça. Et donc je pourrais l'écrire, ce raisonnement, je pourrais l'appliquer à toutes les autres grandeurs qui sont additives. Exemple, en me projetant sur ce qu'on verra un petit peu plus tard en thermo, je peux le faire pour l'énergie interne. C'est-à-dire l'énergie interne du système que je suis en train d'étudier ici, c'est la somme des énergies internes des parties. Je pourrais le mettre sous cette forme-là. Pareil. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire quoi? J'ai plus qu'à isoler soit XL, soit XV en utilisant la relation XL, par exemple, égale 1 moins XV. D'accord? Et j'isole soit XL, soit XV. Alors du coup, on va revenir au poly. Hop. Et là. Donc c'est ce que j'ai fait sur le poly ici, là. Donc là, j'ai isolé XV. Je finis le calcul, j'arrive à cette relation-là. XV égale petit v moins VL sur petit VV moins petit VL. D'accord? Allez-y, Robin. J'ai pas compris pourquoi en divisant par m, en fait ça donne x. Alors ça, c'est la définition du titre, en fait. Le titre, c'est la masse de votre phase divisé par la masse du système. Et le petit m dans la notation, c'est en fait le petit m. Attends, je vais le renoter. Ce petit m là, c'est masse du liquide plus masse de vapeur. C'est la masse du système. D'accord? Mais du coup, mon x c'est quoi en fait? Le XV, c'est masse de vapeur sur masse de vapeur plus masse de liquide. C'est le titre en vapeur. Ça va vous dire quoi? C'est-à-dire, s'il y a 100% de vapeur, XV il vaut 1. S'il y a 0% de vapeur, XV il vaut 0. S'il y a autant de vapeur et de liquide, XV il vaut 0,5. D'accord? Alors du coup, la relation que j'ai entourée là en noir, là, V moins VL sur VV moins VL, en fait, cette relation elle est tout le temps vraie. Et l'intérêt de ce truc-là, c'est que je peux en faire une lecture graphique directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, VL, qui est ici, je vais pouvoir le trouver sur le diagramme de Clapeyron. Il suffit que je fasse quoi? Il suffit que je me place pour la température qui m'intéresse au point où il n'y a que du liquide, et c'est le point A. Donc je prends le point de la courbe d'ébullition, et je sais que le volume massique associé à ce point-là, c'est le volume massique du liquide. Et pour le volume massique de la vapeur, je fais pareil de l'autre côté, au niveau de la courbe de Rosé. Et je récupère le volume massique comme ça. D'accord? Et donc du coup, qu'est-ce que c'est petit v moins vl? C'est ce segment-là, ici, là. Ce segment-là, géométriquement, c'est la longueur AM. Et petit vv moins petit vl, géométriquement, c'est la longueur AB. Et donc je peux trouver le titre en massique juste en prenant une règle et en mesurant la longueur AM, en mesurant la longueur AB, en faisant le rapport. D'accord? Donc ça vaut, en fait, le diagramme de Clapeyron contient l'information, alors c'est indirect, hein, il faut faire une petite étude, mais contient l'information, quelle est la proportion d'une des deux phases par rapport à l'autre. Si je retravaille sur XL, donc sur XL, vous faites le même raisonnement, donc au lieu de remplacer 1 moins XV ici, vous remplacez XV par 1 moins XL, et vous allez arriver à ça, XL égale MB sur AB. D'accord? Suivant exactement le même raisonnement. Et donc si vous faites le rapport XV sur XL, ça fait AM sur MB. D'accord? Et donc avec le diagramme de Clapeyron, en fait, ce diagramme il contient toutes les informations utiles pour caractériser votre système. S'il est sous une seule phase, je trouve la pression, la température, le volume. S'il est diphasé, je trouve la pression, la température, le volume et la composition, qui était l'information qui me manquait avant que je pose le théorème des moments. Ok? Alors pourquoi le théorème des moments s'appelle le théorème des moments? Et bien ça c'est en lien avec la balance romaine qu'on avait vu en méca. Donc là vous avez le principe de la balance romaine. Vous avez ici un pivot, ici une barre de masse nulle, et ici vous mettez la masse de liquide, la masse de vapeur.
et vous allez équilibrer la balance en décalant la position du pivot. D'accord ? Et bien si vous êtes bien équilibré, le moment du poids alors ici le poids il ferait tomber dans ce sens là, ici le poids il ferait tomber dans ce sens là, le moment c'est force fois bras de levier, donc si je suis bien équilibré je vais avoir M1 fois AM fois G égale c'est ML pardon, égale G fois MV fois BM. D'accord ? Ce qui vous donne ML, je vais mettre dans le même sens que là-haut, on va faire MV sur ML égale MV sur ML, ça fait AM sur MB. Tac. Et là j'ai écrit quoi ? J'ai écrit la même chose que juste au-dessus, que ça là. Là les deux relations c'est les mêmes. Ok ? Donc c'est pour ça que ça s'appelle le théorème des moments. C'est en lien avec la mécanique ça. Il y a quoi à l'intérieur de la courbe en pointillé ? Il y a équilibre liquide-vapeur, Alexis. Vous dites ici là, dans cette zone-là ? Je suis en train de gribouiller là. Ça c'est la zone dans laquelle il y a l'équilibre liquide-vapeur. D'accord ? Donc quand on vous donnera un diagramme expérimental, vous aurez l'information où est la courbe de Rosé, la courbe d'ébullition. Et ce sera à vous d'identifier, ah oui, si mon point il est ici, il y a équilibre liquide-vapeur. Charles, MV sur ML, c'est le rapport XV sur XL. D'accord ? XV c'est MV sur M, XL c'est ML sur M, total. Donc MV sur ML c'est égal à XV sur XL. Ça c'est égal à XV sur XL. Ok ? C'est bon ? On va dire que oui. Non, AM sur MB c'est XV sur XL. Si vous remontez un peu au-dessus là. AM sur MB c'est XV sur XL. Alors après, moyen simple de ne pas vous mélanger entre est-ce que c'est dénominateur, numérateur, etc. En fait, il suffit de regarder le diagramme et de vous dire plus je me rapproche du point A, plus le titre en liquide augmente, parce qu'au point A, il n'y a que du liquide. Plus je me rapproche du point M, plus c'est le titre en vapeur qui augmente, parce qu'au point M, il n'y a que de la vapeur. D'accord ? Donc là, typiquement, sur le dessin que j'ai fait ici, je suis à un titre qui est à peu près 1,5. Vous voyez, j'ai pris le point M au milieu. Là, j'ai autant en masse de vapeur que de liquide. Alors attention, c'est en masse, hein. C'est pas en volume. C'est-à-dire, la masse de liquide est égale à la masse de vapeur. D'accord ? Alors, petite expérience qui fait intervenir le point critique, qui s'appelle l'expérience de Naterer. Donc, dans la situation qu'on vient de décrire là, ce qu'on faisait, c'est une situation assez standard, c'est on se promène le long d'une isotherme. Il y a tout un tas de situations concrètes où votre système il va être contraint par son enceinte, qui est une enceinte qui va être rigide. Donc ça va être toute la problématique que vous allez avoir quand vous allez vouloir transporter des gaz dans des bouteilles de gaz. Donc ça peut être n'importe quoi comme gaz, hein. Ça peut être une bouteille de butane, une bouteille de propane, et ça peut aussi être une bouteille d'oxygène, alors soit mobile, soit un réservoir d'oxygène que vous allez avoir au niveau d'un hôpital. D'accord ? Ça, c'est des systèmes qui sont des systèmes où l'évolution va être isochore. Qu'est-ce qui peut se passer dans cette situation-là ? Vous pouvez quand même avoir une évolution de la température. Donc, je vous donne un exemple très simple. Vous êtes chez vous, vous avez une bouteille de butane dans votre cuisine, et pour une raison X ou Y, il y a le feu dans votre appartement. La température va augmenter. D'accord ? Si la température augmente, la température à l'intérieur de votre bouteille va aussi augmenter. Et donc qualitativement, la pression va aussi augmenter. La question, c'est à quel moment votre bouteille explose. Alors ça va dépendre de comment vous avez conditionné votre dispositif et comment vous l'avez conditionné par rapport au point critique. Donc pour comprendre ça, on part d'une situation où vous avez un volume fixe. D'accord ? Et ce volume fixe, on le remplit avec une certaine quantité de notre gaz. D'accord ?
Et soit on règle la quantité de gaz pour être à gauche du point critique ou à droite du point critique. C'est-à-dire on fait en sorte que le volume massique il soit à gauche, soit à droite. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe si on part avec le tube qui s'appelle le tube 3? Le tube 3, il est ici. Vous imaginez la situation où vous augmentez la température. Comme le volume de votre système est contraint, l'évolution elle va se faire suivant une verticale comme ça. D'accord? Là, si je me déplace comme ça, tac, 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 à chaque fois, je suis sur une température plus élevée. Donc j'ai une température qui est de plus en plus élevée et j'ai une pression qui est de plus en plus élevée. Du point de vue de la répartition liquide-vapeur, je suis parti, alors je vais même partir carrément de là, je suis parti de ce point-là. Si je pars de ce point-là, vous voyez que je suis dans une zone où en proportion, il y a plus de vapeur que de liquide. Je suis plus proche de la courbe de Rosé que de la courbe d'ébullition. D'accord? Donc quand je vais monter en température, ce que vous constatez, c'est que vous atteignez ce point-là. Vous atteignez le point de la courbe de Rosé. Qu'est-ce qui va se passer concrètement si j'atteins ce point-là? Ça veut dire que je suis en train d'appauvrir le contenu de mon système en liquide. Il y a de moins en moins de liquide. Plus je me rapproche de la courbe ici de Rosé, moins il y a de liquide en proportion. Ce qui se traduit visuellement par l'interface liquide-vapeur semble descendre petit à petit. Elle se retrouve là, puis elle se retrouve là, puis elle se retrouve là. Et puis à la fin, vous avez plus que... vous avez l'impression d'avoir plus que de la vapeur. D'accord? Même situation, mais au lieu de partir du volume 3, je pars du volume 1, je vais mettre ici. Donc là, si je pars comme ça et que je monte, tac, cette fois-ci, vous voyez qu'on se rapproche de la courbe d'ébullition. Donc si on se rapproche de la courbe d'ébullition, ça veut dire qu'en proportion, on a de plus en plus de liquide. Ok? Donc là, ça va être le contraire, vous allez avoir l'impression que l'interface, elle monte comme ça petit à petit. Tac, 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 jusqu'à ce que vous ayez plus que du liquide. Ça, c'est volume 1, volume 3. Qu'est-ce qui se passe si je suis au volume 2, ici? Là, si je suis au volume 2 quand je monte, comme ça, alors, je me rapproche ni de la courbe de Rosé, ni de la courbe d'ébullition. D'accord? Donc le ménisque qui est ici, il va peut-être se déplacer un petit peu, mais j'atteins pas ni cette courbe-là, ni cette courbe-là. Et il y a un moment, j'atteins ce point-là, qui est le point critique directement. Et après, je pars juste au-dessus. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais passer le point critique? Le ménisque il va disparaître d'un coup. Donc je vais passer d'une zone où je vois le micro bug que pour moi. Ah. Vous m'entendez plus là? Si, mais c'est saccadé. Ok. Et si je me recule comme ça va mieux? Qu'est-ce qu'elle a ma connexion? Attendez. Ma connexion n'est jamais mauvaise, c'est pas possible. Je vérifie. Ouais, ok. Ça va mieux là ou pas? D'accord. Alors la voix de robot c'est normal, c'est parce que je parle comme un robot. En fait le truc c'est que j'ai une deuxième visio en même temps dans une autre pièce et que là pour le coup, peut-être que si on fait deux visios en même temps, on atteint la saturation de mon propre réseau. Bon bah on va espérer que ça va passer. Ça va à peu près ou... Allez, je continue, si ça coupe trop vous me dites. Hein. Du coup je racontais quoi? Tac. Donc si on est dans la partie verte, on va passer le point critique et quand on va passer le point critique, on va voir disparaître directement l'interface entre les deux phases. Alors, attendez, on va faire une pause, je vais aller essayer de caler ça.